Bienvenidos à tous nos amis du balado Les idées radicales radicules. Ben oui, absolument. Mais c'est radical aussi. Vous êtes en présence de Jean-William et de Mike. Aujourd'hui, on a un épisode super intéressant, chargeant d'informations. C'était c'était super le fun. On a trippé à avoir cet invité-là. On reçoit Marianne Villot, qui est membre fondatrice de Polyflora et également biologiste référente chez Polyflora. Elle porte également d'autres chapeaux. On va pouvoir l'adresser durant l'épisode. Ensuite... on est bien content d'avoir fait cet épisode-là. C'est un épisode un peu chouchou pour nous parce que le sujet des pollinisateurs, on en parle souvent. On parle souvent des abeilles. Puis on avait envie de démystifier un peu qu'est-ce que représente l'abeille dans tout le grand système des pollinisateurs. Fait qu'on démêle un peu ce qui est un abeille indigène, ce qui est un abeille à miel, un abeille généraliste. Fait qu'on va démêler bien les affaires ensemble. C'est super intéressant, c'est pertinent. On en apprend beaucoup sur notre monde. Et puis... tout ça, en ressort quelque chose aussi. Oui, dans le fond, ça va être important parce qu'il va y avoir beaucoup de choses qui vont s'en venir, dans le fond, durant l'été. Polyflora, on le sait, fait beaucoup de formations. Donc, il y a une formation qui s'appelle API 101 qui va arriver, dans le fond, autour du mois de juin, bref, pendant l'été. Même chose pour la formation de gardien des pollinisateurs. C'est deux formations incroyables qui aident à comprendre un peu plus en détail ce dont on va parler durant l'épisode. Également, il y a le super beau festival Cultiver Montréal qui va avoir lieu durant tout le mois de mai. Fait que manquez pas ça. Essayez de rester aussi à l'affût de ce qui se passe là, au niveau des événements d'agriculture urbaine, puis également au niveau de la formation. Ça foisonne à Montréal. Il faut en profiter. En attendant, bonne écoute et on se revoit bientôt. Salut! Nous aimerions remercier notre fier partenaire Financement Agricole Canada, qui est le seul prêteur entièrement dédié à l'agriculture et à l'agroalimentaire au Canada. La section Savoir de la FAC comporte des idées, des conseils, des ressources pour aider à mieux gérer votre entreprise. Si vous cherchez des conseils sur l'argent et les finances, le transfert d'entreprise, la gestion des ressources humaines, l'économie agricole, le leadership et bien plus encore, consultez la page Savoir FAC. Parce que l'agriculture, c'est un mode de vie, mais c'est aussi une entreprise. Merci. Salut Marianne, merci d'avoir accepté l'invitation et d'être venue nous voir au show. C'est vraiment apprécié de t'avoir. On est content que tu sois ici des nôtres. Sans plus attendre, on va tout de suite lancer avec les questions à rafale. Questions à rafale, let's go. Donc, premièrement, comment t'as fait ton bout de chemin jusqu'ici? Qu'est-ce qui te mène ici? Présente-nous un peu les différents chapeaux que tu portes, puis ouais. Yes. Premièrement, je pense que ce qui regroupe tous mes chapeaux, c'est que je suis biologiste de formation. Ouais. Et en fait, comment j'ai un peu apprivoisé le fait d'être biologiste, je me suis dit, quelle est la meilleure façon de ramener la nature en ville? Puis selon moi, c'est beaucoup par rapport à l'agriculture urbaine. Ouais. Et à travers l'agriculture urbaine, j'ai rencontré l'apiculture urbaine, puis par la suite, tous les questionnements sur la biodiversité urbaine. Et donc, là, maintenant, je suis associée à différents chapeaux. Mon premier, actuellement, c'est que je suis rendue enseignante au cégep de Victoriaville pour le GTA en agriculture urbaine au campus de Montréal, qui est à sa 2e année d'existence à l'École nationale du meuble. Oura. Et oui, exact. et sinon, c'est ça. Je suis présidente de Cultiver Montréal, qui est le réseau des agricultures montréalaises. On essaie de représenter le plus possible les professionnels de ce beau milieu. Et dernièrement, puis c'est beaucoup pour ça que je suis là aujourd'hui avec vous, c'est que je suis aussi, je suis présente pour Polyflora depuis leur départ, lorsqu'il s'appelait Miel Montréal, que c'est la coopérative qui, à la base, voulait regrouper les apiculteurs et apicultrices urbaines. Puis finalement, on a un peu changé notre orientation, notre mission, puis justement, on a changé de nom en conséquence. On s'appelle maintenant Polyflora et je suis une de leurs formatrices scientifiques et biologistes référentes. Yeah, wow, c'est quand même un bel étalage de chapeau, ça remplit bien une pièce. Puis justement, de manière un peu plus ludique, est-ce qu'il y a un chapeau qui, tu vois que c'est vraiment ton chapeau préféré, c'est lui que t'aimes? Hey, c'est dur. Moi, j'aime ça changer de style, j'aime ça avoir une diversité, la biodiversité, diversité de chapeaux. Et voilà. Je suis une vraiment touche à tout. J'aime ça pouvoir quand même m'étendre dans différents de ces milieux-là qui sont tous interreliés d'une certaine manière. Donc, pour moi, il n'y a pas...
Il y a un chapeau qui regroupe les autres, puis c'est sûr que Cultiver Montréal, c'est justement Polyflora est membre et le Cégep de Victo aussi. Donc, indirectement, ce chapeau-là est un peu plus grand. Ouais, englobe les deux autres. OK, super intéressant. Puis, avant qu'on plonge un peu plus loin, un peu plus profondément dans la discussion, est-ce que tu pourrais nous identifier, dans le fond, un moment qu'on pourrait qualifier d'épiphanique, dans le fond, dans ton parcours? Ben oui, en fait, croyez-le ou non, mais avant, j'avais vraiment peur des abeilles. Maintenant, c'est tes meilleurs amis. Exact. Puis, quand j'étais jeune, je me suis fait attaquer par un nid de guêpe alors que je vais à cache-cache les yeux bandés. Tu sais, le meilleur idée quand t'as 5 ans dans le bois. Là. Ça sonne comme le cauchemar de tout enfant. Mais bon, là, c'est pas ça mon épiphanie, mais c'est pour ça que j'avais peur. Okay. Et puis là, j'ai fait la technique en bioécologie au Cégep de Saint-Laurent et là, on avait un cours dédié aux insectes. Puis, il y a eu 3 heures de cours dédié à l'abeille domestique. Et c'est là que j'ai fait, voyons donc, cet insecte est tellement incroyable, ça n'a aucun sens que j'ai peur des abeilles. Et je me suis inscrite à la première formation de Miel Montréal à l'époque, donc Polyflora. Et voilà. Et là, je suis tombée en amour avec ces abeilles-là. Donc, la haine est devenue l'amour. Wow! Quelle conversion quand même, hein? Ouais. Super. C'est beau. Tout simplement, c'est beau. Non, mais j'aimerais quand même là, qu'on puisse se développer un peu plus sur Polyflora, puis c'est quoi sa mission, puis votre rayon d'action, ça ressemble à quoi? Oui, exact. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, on a un peu changé notre orientation dans le sens que à la base, on voulait vraiment aider au rayonnement de l'apiculture urbaine à Montréal. C'est toujours le cas, mais plus avec un bémol, dans le sens que notre mission, c'est vraiment de créer des habitats et de sensibiliser la population montréalaise à la biodiversité urbaine à travers d'améliorer l'habitat des pollinisateurs. Et donc, on utilise l'abeille à miel, les ruches maintenant comme outil éducatif pour faire comprendre l'importance des autres pollinisateurs. Okay. Puis c'est ça, il y a eu ce changement-là qui s'est produit parce qu'à la base, comme tu disais tantôt, au Miel Montréal, là, c'était vraiment aussi une question de regrouper les différents apiculteurs et apicultrices urbaines. Ouais. Puis c'est quoi, mettons, qui a vraiment le plus changé entre ces deux missions-là, ces deux visions-là, mettons? Ben oui, puis moi-même, en fait, ma réflexion a changé à travers le temps avec Polyflora. Il y a 10 ans de cela, l'apiculture urbaine commençait à peine à Montréal. Il y avait environ 11 ruches à Montréal. Ah oui, oui. Et là, on voyait vraiment l'apiculture urbaine comme une belle façon d'agrandir les fonctions de l'agriculture urbaine en soi, de polliniser nos jardins, etc., puis d'amener les abeilles en ville. Et tout faisait du sens et ça fait une grosse explosion de ruches en très, très peu de temps, surtout qu'il y a très peu de lois, en fait, qui empêchent le fait d'avoir une ruche à Montréal. Et on avait un peu comme idée de base que mettre des ruches, c'est sauver les abeilles. Puis, au fur et à mesure que les années ont passé, on a de plus en plus de biologistes, justement, qui sont devenus membres de Polyflora et qui étaient même au sein même de la fondation. Et que là, on était comme, OK, c'est bien beau, les abeilles à miel, mais est-ce qu'ils font vraiment partie de notre biodiversité urbaine locale à la base? Puis, est-ce que c'est vraiment aidant? Ouais. Ce qu'on fait en ce moment, puis on s'est rendu compte qu'on était un peu en train de l'échapper et que là, on était rendu à plus de 2000 ruches à Montréal. Oh là là, passé de 11 à 2000. Oui, wow. Puis c'est ça. Ça reste une hypothèse parce que malheureusement, c'est obligatoire d'enregistrer une ruche au MAPAC, mais beaucoup de gens, le savent pas et 2, ne le font pas. Donc, ça reste très difficile encore aujourd'hui de savoir combien il y a de ruches à Montréal. Et il n'y a pas assez d'inspecteurs du MAPAC qui vont aller se promener dans les cours arrière des gens pour savoir s'ils ont une ruche. Ben oui. Donc, bref. Fait que là, c'est bien beau qu'il y ait de plus en plus ruches, mais on n'a pas planter autant de fleurs qu'on met de ruches. Et donc, ça fait en sorte aussi que, premièrement, les ruches commencent à avoir faim. Il n'y a pas assez de fleurs pour elles. Et là, il y a tous nos pollinisateurs qui étaient là bien avant qu'on installe toutes ces ruches-là, qui ont encore plus faim parce qu'en plus de ne pas avoir assez de fleurs à la base, ils ont des compétiteurs. Des compétiteurs quand même féroces aussi, j'imagine, au niveau de... Ouais. Une ruche, une bonne ruche en forme au mois d'août, c'est 100 000 abeilles. Hein? Donc... Quand même, hein? Ça doit besoin de beaucoup de fleurs. Fois 2000. Exact. Ah oui, c'est ça, exact. Puis, premièrement, bravo de comme l'humilité, puis c'est là que je trouve ça admirable, d'avoir des valeurs profondes, de vraiment vouloir avoir un impact positif, permet de se revirer comme ça, puis de dire, OK, on embarque dans une autre perspective. Puis là, en ce moment, Polyflora, justement, fait que là, votre champ d'action va plus dans quelle direction? Très bonne question, merci. Je m'y rendais, puis là, je me suis mis dans c'est moi qui t'ai coupé aussi. Non, mais c'est parfait.
Donc, c'est ça. Avant, on était beaucoup plus service apicole et là, on a changé de direction vers des services de verdissement. Donc, on fait de plus en plus, justement, de jardins pour les pollinisateurs et c'est seulement lorsqu'on trouve que, justement, c'est un environnement qu'on a assez garni de fleurs qu'on va potentiellement mettre une ruche qui est dédiée à l'éducation et à la mobilisation communautaire. OK. Donc, on a notre nouveau programme qui s'appelle le Gardien des pollinisateurs, que notre but, c'est justement de créer des îlots qui sont interconnectés. Donc, on cherche des gens qui veulent être ambassadeurs d'un jardin, puis on veut que ça soit le plus souvent dans des endroits publics, comme des parcs, des écoles, etc., où on peut faire des belles prairies, des beaux jardins qui inspirent les gens à en faire autant. Puis par la suite, on peut les connecter à des plus petits îlots et ainsi créer des interconnexions pour s'assurer que tous les pollinisateurs trouvent dans un environnement restreint ce qu'ils ont besoin pour survivre et bien vivre, on espère, par la suite. Ben oui. Puis quand on parle de connecter ces îlots-là, c'est comme, mettons, d'avoir des corridors un peu de déplacement où il va y avoir des fleurs un peu tout au long de ce genre parcours-là, mettons? Ben ça serait dans un idéal, oui, de se faire un lien avec les corridors verts qui sont tranquillement en train de se faire à Montréal. Mais en fait, c'est le fun que tu poses la question sur cet angle-là. C'est que là, on est en train tranquillement de peaufiner un partenariat avec l'Insectarium de Montréal pour justement voir à quelle distance ça fonctionne, une connexion entre certains îlots. Est-ce que ça fonctionne, qu'on réfléchisse ainsi notre façon de faire nos jardins pour les pollinisateurs? C'est quoi les bons, les moins bons coups? Parce qu'il reste qu'on les connaît très peu, nos petits pollinisateurs indigènes. Ouais. Et l'Insectarium cherche des terrains pour justement mieux les étudier. Donc, c'est un match parfait. Wow. On aime ça, les matchs parfaits. Ben oui, on a hâte d'en entendre plus. Oui, moi aussi. Puis là, vient finalement le moment où on se pose la question, tu sais, on a l'habitude de tout le temps voir les abeilles comme un espèce de groupe homogène. La fameuse petite abeille jaune et noire qui nous fait du bon miel. Puis c'est ça pour nous des abeilles. Mais on sait qu'il existe, en fond, une pléthore d'espèces autres que l'abeille à miel. Pourrais-tu nous en parler un peu? Avec plaisir. Mais en fait, au Québec, on a 375 espèces d'abeilles sauvages. Et là, on parle juste d'abeilles parce que les pollinisateurs, c'est bien plus que juste les abeilles. Et sur l'île de Montréal, donc, on a environ 190 espèces d'abeilles indigènes. Puis ces abeilles-là, elles peuvent être mauves, elles peuvent être bleues, elles peuvent être vertes. Elles sont souvent plus petites que l'abeille à miel, mais il y en a des très grosses. Il y en a une qui est grosse comme notre pouce, puis en fait, on pense que c'est un bourdon. Et les bourdons aussi, en fait, c'est nos abeilles indigènes. En fait, c'est nos abeilles sociales indigènes. Donc, on a une vingtaine d'espèces de bourdons qui sont un peu nos abeilles sociales qui ont leur petit manteau de fourrure. Ils ont plus de poils pour justement être adaptés à nos climats plus froids. Ah ouais, vraiment? Okay. Exact. Ah, c'est trop cute. Puis quand tu dis social, c'est qu'à contrario, les autres, justement, sont plus solitaires? Exactement. Donc, souvent, nos abeilles sauvages, nos abeilles indigènes vont vivre le temps d'un été. Donc, elles vont émerger au printemps. Et là, elles vont faire leur vie, ils vont polliniser les fleurs, se promener, boire du nectar. Et rendu à l'automne, elles vont rencontrer un partenaire, s'accoupler et faire un nid. Et dans le fond, en fait, 70% des espèces d'abeilles indigènes vont nicher au sol, 30% vont nicher dans des branches. Et là, selon l'espèce, ça peut être de plein de manières différentes. Il y en a qui vont faire des trous dans les feuilles pour ensuite tapisser leur nid. D'autres vont utiliser de la boue, d'autres du petit coton, des poils, des fleurs. Et donc, vont pondre des œufs à la suite l'un de l'autre et vont mourir, rendus au froid de l'automne. Et durant tout l'hiver, les œufs vont se développer dans leur petit cocon. Elles vont se nourrir de la petite pelote de pollen et de nectar que leurs parents leur auront laissé. Et rendus au printemps, les abeilles sont maintenant prêtes à sortir à la queue leu-leu de leur petit tunnel et le cycle continue. Wow! Quand même. Puis, juste pour qu'on puisse les identifier aussi, tu sais, là, on a parlé des abeilles, mais justement, tu as dit que, au final, c'est ça, il n'y a pas juste l'abeille qui existe comme pollinisateur. Quel autre groupe d'insectes ou quels insectes aussi peuvent servir de pollinisateurs? En fait, tout insecte qui se nourrit de nectar, d'une certaine manière, va passer par les fleurs et va les polliniser. Mais il y en a qui sont meilleurs que d'autres parce qu'ils ont des attributs pour collecter le pollen. Donc, c'est pour ça, en fait, que l'abeille est la championne. C'est qu'elle est faite en sorte, grâce à son petit poil et parce qu'elle se nourrit grandement de pollen pour bien le propager. Les papillons sont pas mal la médaille d'argent. Beaucoup, en fait, sont très poilus, surtout les papillons nocturnes qu'on néglige souvent, mais ils vont justement se nourrir des fleurs qui sont ouvertes la nuit.
et qui sont tout autant importantes. Donc, surtout, en fait, même les arbres et tout ça. Ah ouais, Et c'est ça, ils sont bien poilus, donc ils peuvent bien répandre le nectar. Et finalement, en fait, en troisième position, souvent, c'est les mal-aimés, mais les guêpes, en fait, les adultes se nourrissent énormément de nectar et même si elles ont moins de poils que les abeilles, à force de constamment être dans les fleurs, elles répandent aussi pas mal de pollen. Ah ouais, c'est super intéressant. Je savais pas, tu vois, ben moi j'apprends. Je pensais que à tort que les guêpes au final se nourrissaient comme de quasiment tout sauf du pollen nectar. Ben, en fait, c'est sûr que les guêpes sont très opportunistes et donc elles vont aller chercher la nourriture qui est la plus abondante. Donc, dans nos villes, vu qu'il y a de moins en moins de fleurs, ben c'est sûr qu'elles vont aller voir ce qu'il y a vraiment en grande quantité, ce qui est souvent nos terrasses remplies de cidre et de hamburgers. Donc, c'est de ça qu'elles vont se nourrir. Donc, oui, on les trouve fatigantes à cause de ça, mais elles ont simplement adapté à notre mode de vie. Donc, s'il y a une personne qu'on doit en vouloir, c'est nous-mêmes. Elles aussi, elles aiment les terrasses, les burgers, les drinks. Qui pourrait l'en blâmer? Voilà. Il y en a un autre que j'aimerais qu'on souligne aussi, juste parce que je l'aime beaucoup. Puis on sort des insectes, mais c'est le colibri qui est un pollinisateur aussi, qu'on aime bien. Ben oui, merci de le nommer, tout à fait. Puis en fait, aspect intéressant, les abeilles ne voient pas le rouge. Elles ont un spectre de couleur qui est un peu décalé vers la gauche, pas le rose. Donc, un spectre de couleur décalé vers la gauche. Et ça fait en sorte qu'elles ne voient pas le rouge. Elles voient à partir du rose et c'est décalé vers l'ultraviolet. Okay. Donc, tout ce qui est blanc, elle le voit mauve flash. Donc, le champ de marguerite, pour elle, c'est comme voir dans un club, là, quand il y a des blacklights et tout. Donc, ça doit être vraiment beau. Donc, bref, ce que je veux dire, c'est que toutes les fleurs rouges ne sont pas dédiées aux abeilles, mais la plupart du temps aux oiseaux, tels que le colibri, parce que les oiseaux adorent le rouge. C'est super intéressant. Fait qu'ils se complètent. Exactement. Wow. D'où l'importance de la diversité. Oui, voilà. Oui, absolument. Merci. Puis, juste pour qu'on comprenne un peu mieux, dans le fond, tu l'as abordé un petit peu en faisant un peu une distinction entre les abeilles, l'abeille à miel, les abeilles à miel, et les abeilles indigènes en parlant de la taille, puis du mode de reproduction. Mais est-ce qu'il y a d'autres grandes caractéristiques qui les distinguent? Ben oui, mais juste mettre ça au clair, parce qu'on en parle indirectement depuis tout à l'heure, mais l'abeille à miel, l'abeille domestique, comme on la connaît, celle dans les ruches, n'est pas indigène au Québec. Ouais, c'est ça. Donc, elle vient de l'Europe, de l'Asie, de l'Afrique, mais pas des Amériques. Donc, surtout celle qu'on élève maintenant, c'est l'européenne. Mais donc, il y a 9 espèces d'abeilles à miel en tout, mais bref, aucune qui vient des Amériques. On les a amenées avec la colonisation européenne. Ce qui fait en sorte qu'elle est beaucoup plus frileuse que nos abeilles indigènes à notre climat. Donc, en bas de 10 degrés, l'abeille à miel ne va pas vouloir polliniser. Puis, ça, en fait, ça a un impact assez grand sur notre agriculture parce que juste on pensait à nos arbres fruitiers, au verger, la plupart du temps, les fleurs ça fleurissent très tôt au printemps. Puis si on a des froids, les abeilles, ça leur tente pas d'aller les polliniser à ce moment-là. Puis c'est là qu'on se rend compte que nos abeilles indigènes sont très importantes. Autant dans notre agriculture que, bien entendu, dans toute la flore locale avec laquelle elles ont coévolué. Oui. Absolument. OK. Merci de l'avoir mise en relief. Bien entendu, l'abeille à miel, on la connaît parce qu'elle est dans une monarchie. Donc, il y a une reine et une grosse colonie remplie d'abeilles. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, environ 100 000 abeilles par ruche. C'est quand même impressionnant. Puis même, on va y revenir un peu plus tard aussi à cette espèce de structure-là au niveau de la ruche. Puis même peut-être parler un petit peu de biologie là, de l'abeille en soi, l'abeille à miel. Mais oui, je voulais juste poser un autre truc, puis tu me corrigeras si je me trompe, mais il y a aussi le phénomène que les abeilles indigènes sont souvent plus des abeilles qu'on va nommer de spécialistes, qui se nourrissent que de quelques sortes de fleurs ou de pollen, alors que l'abeille à miel, elle, c'est une grosse gourmande. Oui, absolument. Tu sais, beaucoup d'insectes dans le monde ont tendance à être plus spécialistes que généralistes. Donc, ça va de même pour les abeilles. Vu qu'il y en a beaucoup, la majorité vont être plus spécialistes et quelques-unes généralistes. Donc, les abeilles à miel sont plus généralistes. Les bourdons aussi ont tendance à être plus généralistes, alors que, justement, les mégachilles, les découpeuses de feuilles que j'ai parlé légèrement tout à l'heure, souvent, il y en a une spécialisée dans la vigne, d'autres spécialisées dans la luzerne, etc. Donc, oui, en effet. Donc, plusieurs petites abeilles sont spécialisées dans quelques fleurs seulement. Tu sais, il y a l'exemple extrême, c'est les orchidées, que des fois, il y a une seule type d'insectes, dont des fois des abeilles qui peuvent bien les polliniser. Ouais.
Puis en fait, ce qui est important, c'est autant comme équilibre, d'avoir, oui, ces spécialistes-là qui aident à bien féconder ces plantes-là, mais les généralistes vont toujours s'essayer, hein, même s'ils n'y arrivent pas. Puis souvent, en fait, c'est démontré, par exemple, avec le déclin des bourdons, que lorsque des bourdons généralistes disparaissent d'un environnement, il y a un impact sur la répartition des fleurs, même spécialisées, qui réussissent à quand même un peu polliniser. Donc, ça veut dire qu'il y a moins de ces fleurs-là pour les insectes spécialisés, et donc ça a un impact ensuite sur la population des insectes spécialisés. Donc, encore une fois, diversité, c'est la clé. Merci. Faut s'assurer de ça. OK. Puis, est-ce qu'on pourrait définir, tu sais, on l'a déjà quand même effleuré, abordé un peu, mais définir vraiment clairement un peu les causes. C'est quoi qui se passe quand il y a un surcroît d'abeilles d'abeilles à miel pour un même endroit donné? Genre, c'est quoi qu'est-ce qu'on voit apparaître comme signe? Ben oui, en fait, là, il y a une toute récente étude d'Étienne Normandin puis de Gail McConnell qui, en fait, démontre que vraiment les populations d'abeilles indigènes sont fortement impactées par la compétition des ressources lorsqu'il y a trop de ruches en ville. C'est simplement que, justement, une ruche, en fait, ça a besoin, on estime, là, puis malheureusement, il n'y a pas encore beaucoup d'études là-dessus. Il y a une étude qui a été faite à Londres sur l'apiculture urbaine qui estimait qu'il fallait avoir 7 hectares de trèfle pour une seule ruche. Oh my wow! God. OK, quand même. Hein? Puis le trèfle, en fait, c'est un peu la fleur standard qui est comme la quantité moyenne de nectar dans une fleur. Puis si on va, par exemple, pour une fleur qui est très, très riche en nectar, comme la lavande, mais là, c'est 1 nectar. Okay. Mais bref, on n'a même pas vraiment de lavande, des grands champs de lavande au Québec. Ici, Donc, on a beaucoup plus de trèfle, mais on est très loin d'avoir 7 hectares de trèfle pour nos 2000 ruches à Montréal. Et donc, ça fait en sorte que ces abeilles-là, c'est ça, sont beaucoup plus compétitrices que nos petites abeilles indigènes en termes d'aller chercher les ressources, puis elles sont beaucoup plus nombreuses. Donc, souvent, c'est les abeilles indigènes qui sont malheureusement mises de côté, puis il n'y a pas, comme les apiculteurs, des êtres humains qui se penchent sur ces petites abeilles-là, à part quelques biologistes qui essayent du mieux qu'ils peuvent de pouvoir quantifier les dommages. Ouais. Mais même au sein des abeilles à miel, c'est problématique. Il y a des compétitions entre elles. Donc, c'est commun, malheureusement, maintenant, de voir ce qu'on appelle du pillage en fin de saison. Donc, les ruches les plus fortes vont aller voler le miel des ruches les plus faibles. Il va y avoir des batailles dans les ruches. Fait que c'est vraiment... Puis, ça les rend très agressifs. Fait que ça va impacter aussi le travail de l'apiculteur ou de l'apicultrice. Là. C'est agréable pour personne dans ce temps-là. Puis, on a même vu des cas extrêmes de cannibalisme. Donc, des abeilles qui vont se mettre à manger leurs larves. Ça, c'est vraiment extrême parce qu'ils manquent de ressources, surtout de pollen, qui sont leurs protéines. Donc, ils doivent soit se nourrir des larves ou même faire, on ne peut pas les nourrir, donc on va les détruire. Oh my God! Quand même, hein? Ça fait que ça amène vraiment à des situations extrêmes. Puis, est-ce que aussi, est-ce qu'il y a d'autres phénomènes qu'on observe, notamment, parce que là, en plus, je me dis, on en a parlé, là, ça veut dire que, mettons qu'on a environ 2000 ruches, puis que chaque ruche a besoin de 7 hectares. On s'entend que ça fait beaucoup plus grand, mis ça tous ensemble, que juste l'île de Montréal en soi. Est-ce qu'il y a aussi une question d'un moment donné de surnombre avec, je sais pas, les maladies ou des parasites? Oui, bien entendu. Surtout que les ruches, on les promène à travers le monde maintenant, puis on l'a bien vu depuis 2020. On a appris que les maladies, ça se propage rapidement et que ça peut avoir des impacts pandémiques. Eh bien, les abeilles sont loin d'être à leur première épidémie. Il y a énormément de maladies maintenant dans toutes les ruches. Puis, en fait, le problème principal qui est maintenant un mal qu'on doit vivre avec, c'est le varroa. Donc, l'acarien qui va se loger sur le dos de l'abeille. Et malheureusement, tous les ruches maintenant, sans exception, ont du varroa à l'intérieur de celle-ci. Donc, il faut simplement maintenant en apiculture avoir des techniques pour réduire le plus possible leur population, ainsi diminuer les effets. Wow. C'est ça. Donc, c'est vraiment juste une technique de réduction de méfaits. Il n'y a pas encore de solution plus pérenne dans un sens. Malheureusement, non.
Il y a beaucoup d'études. Là, je sais que le MAPAC se penche beaucoup là-dessus, puis à travers le monde, là, il y a beaucoup d'éléments qui se font. Mais non, en effet, là, puis comme n'importe quoi, on commence à se favoriser certaines techniques, et ensuite, il y a de la résistance, et ainsi de suite. Donc, c'est toujours un travail à continuer. Puis, c'est vraiment intéressant. Moi, je me demande aussi, tu sais, au final, même, admettons, si on sort un peu de l'apiculture urbaine en soi, tu sais, les dernières années, puis particulièrement même la dernière année, ça a été vraiment catastrophique au niveau de l'apiculture. Comment on s'explique ça à date? C'est quoi les... Ouais, ben tu sais, en fait, c'est un peu dommage, mais de chaque printemps, depuis 2012, dans les médias, c'est comme l'alarme générale, les abeilles vont pas bien, puis on oublie qu'en fait, ça fait presque 10 ans de ça qu'on le dit, mais c'est de pire en pire. Et donc là, oui, le printemps dernier, c'était extrêmement désastreux. Il y a des cheptels qui ont été perdus à 80%. Si ça, c'est assez extrême. La norme, maintenant, est rendue à 30% de mortalité, qui est déjà un problème en soi. Avant l'arrivée du varroa au Québec, qui est le plus grand responsable, on était à 5% de mortalité. Ça vous démontre l'impact que ça a. Parce que durant l'hiver, il n'y a pas d'intervention, justement, des êtres humains. Parce que si on ouvre la ruche l'hiver, les abeilles, c'est des insectes à sang froid. Elles vont mourir de froid sur le coup. Donc, on ne peut pas ouvrir la ruche, on ne peut pas intervenir. Donc, si on n'a pas fait assez de techniques pour réduire la population de varroa avant d'hiverner, c'est là que le varroa monte en flèche durant l'hiver et finit par tuer les colonies. Puis, nos automnes sont de plus en plus chauds, ce qui fait en sorte que le varroa se multiplie plus vite à l'automne. Avant la période d'hibernation. Exactement. Puis c'est en fait l'hypothèse principale de l'hécatombe de la dernière année. OK. Parce que c'est ça, il n'y a pas nécessairement de lien, parce que je me disais, tiens, on parlait aussi pendant un temps quand même tout ce qui est des produits de synthèse. Oui, bien sûr que les néonicotinoïdes, on ne peut pas les négliger. J'en ai pas parlé encore. Mais oui, les pesticides systémiques, c'est un problème en soi. Puis on peut même dire qu'en fait, tous ces problèmes-là, que ce soit les parasites, le manque de fleurs, les pesticides, puis là, on peut embarquer les changements climatiques dans tout ça. Les effets sont synergiques. Si on y avait juste un seul responsable, j'espère qu'on aurait trouvé la solution. Mais l'affaire, c'est que les problèmes sont multiples et s'encouragent l'un et l'autre. Et ils font en sorte que la pauvre abeille, mais à la fin, elle est fatiguée, elle est malade, puis elle est stressée. Donc, ça l'aide pas beaucoup à son moral. Mais en effet... les pesticides systémiques, c'est sûr que même si leur but, ce n'est pas de viser les pollinisateurs, soit quand un abeille va boire dans le nectar contaminé, là, c'est intoxication directe. L'abeille meurt sur le coup. Mais là, ça, il y a de plus en plus de réglementations pour que les légumes fruits qui sont pollinisés, c'est rendu interdit par Santé Canada, mais l'affaire, c'est pas les autres céréales, par exemple, qui, oui, ne sont pas pollinisées par les abeilles, mais dont les rejets, donc soit que la poussière des semences lorsqu'ils sont répandus ou le surplus, le lessivage, il va dans nos cours d'eau. Puis on croit que maintenant, 80% de nos cours d'eau sont contaminés aux néonicotinoïdes. Oh my God! Ouais. Puis alors que les abeilles, au final, eux, s'abreuvent aussi d'eau. Exact. Donc dans les sources, c'est des animaux, ils ont besoin d'eau. Puis imaginez, leur vie, c'est manger du miel. Moi, je mange une toast au miel, j'ai vraiment soif par la suite. Donc, ils ont besoin de boire beaucoup d'eau, les abeilles. On l'oublie souvent, mais c'est un grand besoin pour elles. Et elles deviennent fidèles à une eau. Puis en plus de ça, elles adorent l'eau sale parce que c'est là qu'elles vont chercher les minéraux qu'elles ne retrouvent pas dans le reste de leur alimentation. Donc, une bonne flaque d'eau de terre agricole, c'est exactement ce qu'elles recherchent. Et donc, si cette flaque d'eau-là appartient à une terre agricole qui utilise des néonicotinoïdes, ce qui va se passer, c'est une intoxication chronique. Donc, elle ne va pas mourir sur le coup parce que c'est très dilué. Mais au fur et à mesure, elle va commencer à avoir un impact sur son cerveau. C'est comme ça l'attaque le système nerveux et elle va finir par être désorientée et ne plus être capable de retourner à la ruche. Puis, ça finit en sorte que de plus en plus, la ruche se vide de ses butineuses. Puis, il n'y a plus de nourriture qui arrive et la ruche va finir par mourir. Aïe. Quand même, on sait que le portrait en ce moment n'est pas nécessairement reluisant. Puis justement, pour pousser un peu plus la réflexion, pour même comprendre un peu qu'est-ce qui les affecte, qu'est-ce qui se passe dans un hiver comme on a eu présentement, où ce que
Tu sais, comme par exemple, là, il y a eu plusieurs journées où on est remonté, tu sais, une semaine pratiquement où au niveau du thermostat, on était en haut du 0 degré, donc du point de congélation. C'est quoi la dynamique? Comment ça vient les influencer? Oui, moi, les redoux durant l'hiver, pour tout apiculteur, apicultrice, c'est toujours assez stressant. On espère toujours qu'il n'y ait pas plusieurs journées consécutives en haut de 15 degrés. Parce que si c'est le cas, les abeilles pensent que c'est le printemps. Et pour elles, en fait, c'est un moment important qu'elles attendent avec impatience parce que les abeilles, en fait, tout ce qu'elles font durant l'hiver, c'est manger du miel en tournant en rond. Elles maintiennent ainsi la température de la ruche à 37 degrés Celsius, comme le corps humain. Ah ouais. Et la reine est au milieu, elle pompe pas, elle se fait juste nourrir. Mais ils mangent sans arrêt, mais sans déféquer. Ils se retiennent de déféquer de la ruche jusqu'au printemps. Et donc, lorsque le printemps arrive, elles ont bien hâte de sortir de la ruche pour faire ce qu'on appelle leur vol de nettoyage. Et donc, quand il fait 3 jours à 15 degrés Celsius, elles sont comme ça y est, c'est le printemps, elles sortent dehors. Et là, elles sortent donc de leur grappe d'hiver où qu'elles se tiennent tout au chaud. Et si par la suite, il fait moins 10 d'un coup, oublie ça, elles n'arrivent pas à se réchauffer assez vite et vont mourir de froid. Puis, c'est aussi beaucoup l'humidité qui est problématique. C'est l'ennemi numéro 1 des abeilles. C'est là que les champignons, les maladies vont se développer. Donc, s'il y a souvent des fluctuations climatiques, ça peut augmenter l'humidité rapidement dans la colonie, puis ça aussi faire des dégâts. Ah ouais. Donc, comme probablement qu'au final, il n'y a pas eu d'envolée qui s'est faite, mais que juste cette fluctuation-là ça peut faire en sorte que la grappe se distancie et là, ça peut être assez mortel. Ouais. OK. En tout cas, on espère qu'il va peut-être avoir des solutions, des meilleures nouvelles ou peut-être des meilleures pratiques aussi qui vont arriver. On l'espère de tout cœur. Mais un peu dans cette lignée-là, malgré tout, on a eu, dans le fond, une espèce d'éveil, là, si on peut l'appeler comme ça. Les biologistes, comme tu l'as dit auparavant, je veux dire, étaient allumés, je pense, bien avant peut-être le commun des mortels. On essaye aussi. Oui, c'est ça. Mais justement, avec l'éveil face au changement climatique, on a vu naître un genre de greenwashing, où là, on voulait prendre soin de la terre, on voulait, tout ça partait de valeurs assez augustes et nobles, mais on a vu apparaître aussi un mouvement similaire avec les abeilles, comment prendre soin. Oui, on appelle ça le bee-washing. Oui, c'est ça, exact. Oh, OK. Justement, c'est des grandes compagnies qui vont utiliser l'abeille comme symbole. Je vais pas nécessairement en nommer, mais il y en a qui sont assez évidents. Puis, justement, par exemple, les mettre sur des boîtes de céréales. Et ensuite dire qu'ils sont l'ami des abeilles en nous envoyant des semences de fleurs par la poste, mais c'est aussi des entreprises qui font des immenses monocultures remplies de pesticides et qui, s'ils voulaient vraiment sauver les abeilles, pourraient simplement diversifier l'agriculture et la rendre biologique. Ça serait un plus grand impact pour la santé de nos abeilles que d'envoyer un petit sachet de fleurs à tout le monde. Puis, c'est ça, même au niveau local, des entreprises qui vont dire si vous mettez tant d'argent sur notre produit, on va mettre de l'argent pour sauver les abeilles. Puis après ça, on apprend en fait que c'est pour subventionner un projet de ruche. Puis c'est beau en soi de se dire ça indirectement, mais si la ruche est en plein milieu du centre-ville de Montréal sans aucune fleur autour, mais on fait juste rajouter des abeilles dans un environnement qui n'est pas sain pour elles. Donc, c'est ça toutes les réflexions en ce moment qui, avec la COP15 en plus, la biodiversité est enfin à la mode. Donc, on espère que ces idéologies-là sont en train de changer pour le mieux. Effectivement. Puis, est-ce que, justement, comment je pourrais dire, est-ce que à ce niveau-là, c'est quoi? J'imagine que la solution la plus évidente, dans un sens, ça passe par l'éducation, un peu à savoir c'est quoi la situation réelle, puis qu'est-ce qui contribue ou non à aider les hyménoptères, les abeilles, tout. Oui, c'est pas pour rien que je suis rendue enseignante, c'est que je pense vraiment que c'est une des bonnes façons de faire passer le message. Je crois énormément à l'éducation comme un vecteur de changement. Puis, donc oui, en effet, c'est pour ça que Polyflora, c'est l'autre service qui met de plus en plus de l'avant. Donc, c'est faire des formations. Donc, si vous voulez vraiment faire de l'apiculture, mais le faire de manière responsable et durable et comprendre dans quel environnement c'est sain de mettre des abeilles. Et sinon, on donne beaucoup d'ateliers justement pour faire des jardins pour les pollinisateurs et ainsi augmenter nos fleurs en ville.
Oui. Justement, est-ce qu'on pourrait en parler un peu? Fait que là, les ateliers, admettons, ça ressemble à quoi l'atelier, justement, pour créer des jardins au niveau des pollinisateurs? C'est quoi un peu, qu'est-ce qui est enseigné dans tout ça? Ben, en ce moment, c'est un cours c'est 3 cours de 3 heures. Et en fait, ça finit avec un atelier. Donc, le premier atelier, c'est plus un peu jardinage 101, tu sais, juste pour mettre tout le monde à jour sur qu'est-ce qu'une plante, hein, parce que ben, c'est sûr que je suis biaisée vu que je suis biologiste, mais je pense que si on comprend l'être vivant qu'on veut cultiver, après ça, c'est plus facile de le mettre de l'avant. Puis juste que tout le monde soit sur la même longueur d'onde sur le vocabulaire. Qu'est-ce que ça veut dire indigène? Qu'est-ce que ça veut dire millifère? Qu'est-ce que ça veut dire exotique et envahissant, par exemple? Parce que des fois, on veut bien faire, puis finalement, on fait le contraire. Donc, c'est important de sensibiliser les gens, justement, à l'impact des plantes sur notre environnement. Ensuite de ça, ben là, c'est justement comment faire un bon jardin, puis c'est quoi les critères d'un jardin qui est intéressant pour les pollinisateurs. Donc, justement, la couleur, comme je viens de vous annoncer, que le rouge, c'est pas la fleur pour les abeilles, mais c'est bon pour les colibris. Puis justement, de mettre une perspective sur la diversité de ces pollinisateurs-là. Puis donc, le 3e cours est vraiment dédié sur les pollinisateurs. Donc, on vous fait découvrir plein d'abeilles différentes, mais aussi on vous met en lumière les autres pollinisateurs importants, puis justement leurs besoins. Donc, oui, en fleurs, mais aussi en nichoir, en habitat. Donc, oui, c'est beau de penser en termes de nourriture, mais comme je vous ai dit, bien, premièrement, beaucoup nichent dans le sol. Donc, il y a des choses à faire et à ne pas faire pour s'assurer que nos petites abeilles restent en vie tout le long de l'hiver. Donc, on est beaucoup dans une agriculture qui travaille énormément le sol et ça l'aide pas du tout non plus à la survie de nos abeilles indigènes. Et d'un autre côté, bien, il y a ceux qui ont besoin des branches. Donc, quel type de branches qu'on peut mettre, etc., pour aider à leur survie. Fait que, comme, mettons, faire un hôtel à insectes pourrait notamment rentrer dans les aider. Oui et non. Non, OK. Ah, intéressant, c'est super complexe. Puis en fait, ben, l'insectarium travaille beaucoup là-dessus aussi. Ça reste une question sans réponse claire. Okay. C'est un beau débat au sein de Polyflora et au sein de la conservation en général. Puis ça, en fait, c'est un mot d'ordre pour n'importe quoi que l'être humain fait pour remplacer un habitat qu'on a détruit. On peut dire la même chose des mangeoires à oiseaux ou tout ça qui, en fait, oui, est plein de bonne volonté, mais qui n'est pas naturel. Donc, c'est aussi pas auto-nettoyant. Ça ne veut pas se décomposer tout seul, faire de l'humus et refaire quelque chose. Non, ça va finir par moisir et créer des maladies, des parasites. Donc, si on décide de mettre une installation pour la faune, et qu'importe laquelle qu'on met de l'avant, c'est notre responsabilité de bien nettoyer à chaque année ce qu'on met, pour ainsi pas que ça nuise plus que ça bénéficie. Ah ouais, donc, puis que par curiosité, mettons, nettoyer un hôtel à insectes, mettons, comment on ferait ça? Ça serait quoi le... Ben, l'idéal, c'est les nichoirs qu'on peut enlever les petites brindilles et qu'on peut les remplacer à chaque année. Donc, il y en a qui sont faits justement en paille de bambou. Il y en a qui sont faits avec des éléments naturels, la fameuse phragmite, qui est la plante la plus envahissante du monde, ben, on peut l'utiliser, on peut faire des petits morceaux puis les utiliser comme nichoir puis les remplacer à chaque année. Donc, dans le fond, les abeilles émergent après 3 jours à 10 degrés, justement. Donc, après une bonne semaine qui a fait chaud au printemps, on peut se dire que c'est sûr que les abeilles sont sorties. De toute façon, on va bien voir que maintenant, on voit à travers la brindille. Donc, si on ne voit pas à travers la brindille, ça veut dire qu'il y a encore quelque chose dedans. OK, cool. Super intéressant. Tu sais, mettons, ce serait quoi? Là, tu as parlé de cette formation-là. Ben, premièrement, est-ce que c'est une formation récurrente? Elle est encore en développement, mais on est dans cette volonté-là. Ouais. Okay. Donc, en ce moment, celle qui est récurrente à chaque année, c'est vraiment API 101. Donc, ça, c'est notre formation de base qui est justement pour... Puis, tu sais, le but, c'est pas nécessairement d'être un apiculteur vétéran à la fin. Il y a un cours dédié aux pollinisateurs et aux plantes indigènes. OK. Mais c'est de faire comprendre l'univers des abeilles et, si vous voulez démarrer une ruche, vraiment comprendre les pour et les contre associés. Là, moi, je me viens de me demander, par contre, depuis tantôt, on parle il y a peut-être trop de ruches des fois, surtout quand on regarde Montréal, mais mettons quelqu'un qui
qui est peut-être pas à Montréal ou même à Montréal, je sais pas. Comment qu'on fait pour savoir si s'il n'y a pas déjà trop de ruches dans ta région, mettons, si tu peux en partir une. Tu as vraiment le désir, là, tu as envie de faire ça. Ben, de toute façon, c'est un bon réflexe. Puis, je pense qu'en agriculture, on le fait un peu de se promener dans notre coin puis voir qu'est-ce qui est cultivé. Hein? Donc, on peut faire la même chose, mais version apicole. Premièrement, regardez, c'est ça, est-ce qu'il y a l'air d'avoir des champs de maïs avec un étiquetage qui démontre qu'il y a sûrement des pesticides à l'intérieur? Bien, ça, malheureusement, ça met peut-être une croix sur ce projet-là et peut-être qu'il faut que vous trouviez un nouvel endroit. Parce que les abeilles, absolument, elles vont voler à 5 mètres de diamètre de leur ruche. Donc, il faut idéalement que dans ce 5 mètres de diamètre-là... Ah, ça vole à 5 mètres uniquement? Oui, c'est ça. 5 mètres de diamètre. 5 mètres de diamètre, OK. Ouais. Pour aller chercher des ressources. Exact. C'est pas en kilomètres? En kilomètres. Oui, c'est ça. J'étais comme 5 mètres, c'était petit. Il me semble que ça fait pas de sens. Ce que je suis en train de dire, moi aussi, j'étais comme... Est-ce qu'on parle d'une petite abeille indigène? Oui, ben c'est ça. Oui, alors que les abeilles indigènes, c'est 100 mètres. Oui, OK. 100 mètres, les abeilles indigènes, 5 kilomètres, l'abeille à miel. Merci. C'est pour ça qu'on se parle, tout le monde ensemble. Oui, c'est ça. Mais oui, donc 5 kilomètres de diamètre. Puis il faut s'assurer que les abeilles, il n'y ait pas d'agriculture avec des pesticides, surtout systémiques. Et donc, jaser avec nos agriculteurs, puis en même temps, sensibiliser indirectement du même coup. Puis c'est la même chose en ville. Hein. Moi, à un moment donné, j'avais comme voisin un cimetière. Puis que malheureusement, j'ai une ruche qui a été intoxiquée parce que le gazon est une semence qui est souvent enrobée de néonicotinoïdes à cause du ver blanc. Puis il se sentait vraiment mal après de se rendre compte de l'impact de son gazon et ça leur a fait changer leur pratique. Wow! Bon, c'est dommage d'avoir sacrifié une ruche pour cela, mais à long terme, il y a quand même... ça a créé un changement. Puis moi, je pense encore beaucoup que l'apiculture urbaine sert à ça, donc comme outil pour faire comprendre l'impact sur notre environnement. Hein. L'abeille, c'est un peu comme le canari dans les mines. Il est là pour nous démontrer que, ça va pas très bien dans le canari dans les mines. Ouais, je sais pas, c'est un symbole beaucoup en environnement. Ouais. Donc, les miniers, souvent, ils amenaient un canari. Bon, maintenant, on a de la technologie qui fait la même affaire, mais dans ce temps-là, quand le canari s'évanouait, ça veut dire qu'il y avait trop de gaz dans la mine et qu'il fallait sortir rapidement pour pas tuer tout le monde. Oh my God, OK. Donc, c'était le symbole. Ouais. Ah, c'est fort. Puis on dit souvent que les abeilles ont un peu être un bio-indicateur pour démontrer, en fait, que notre environnement se porte pas très bien puis qu'il faut changer les choses. Ouais, mais là, je suis en train de dérailler. Donc, mais c'était super intéressant, merci. Donc, oui, donc il faut vérifier vraiment le type d'agriculture qu'on a. Est-ce qu'il y a assez de fleurs? Donc, moi, selon moi, la réponse est toujours non. Donc, premièrement, toujours rajouter des fleurs. Et par la suite, et une diversité. Hein? Donc, s'assurer qu'il y a une période de floraison d'avril à novembre. Ouais. Et ça, dans la formation, justement, on donne des trucs pour faire cela. Et finalement, regardez s'il y a déjà des apiculteurs. Puis, premièrement, c'est un signe de respect d'aller voir ces apiculteurs-là, leur dire « Hey, je pensais avoir des ruches. Qu'est-ce que vous en pensez? Pensez-vous qu'il y a assez de place pour tout le monde? » Puis, en plus, ça peut même devenir votre mentor par la suite, une personne qui va vous aider à vous procurer des abeilles, etc. C'est toujours important, ces liens-là. Puis, même en apiculture urbaine, j'encourage tout le temps les gens à aller faire un peu de bénévolat dans un rucher extérieur. C'est la meilleure façon d'apprendre, puis d'avoir des connexions avec le monde rural. C'est l'autre aspect que je trouve ultra important de l'agriculture urbaine. Puis, si tout le monde est d'accord par la suite, là, oui, mets-toi une ruche. Mais il faut que tu suives bien toutes les étapes en premier. Puis souvent, la réponse finale va être non. Puis c'est correct aussi de cette manière-là. Ben oui. Il y a quand même d'autres choses qu'on peut faire, mis à part ça. Puis j'aime l'idée aussi, tu nous en avais parlé quand on était à Onde, mais du fait que finalement, un moment donné, si tu te rends compte que tu peux pas, chacun peut pas nécessairement avoir sa ruche, d'avoir des ruches collectives. Ben oui. Oui, moi, c'est l'autre chose que j'essaie de mettre beaucoup de l'avant dans mes cours, c'est d'avoir un rucher collectif. Moi, je suis membre du rucher collectif de Centropole-Roulant. Oui. On est 20 à s'occuper de 3 ruches. Et sincèrement, ça, c'est de la mutualisation de ressources, selon moi, à son meilleur exemple. Puis ça fait en sorte que, parce qu'avoir des ruches, c'est beaucoup de responsabilité. Il faut y aller la voir
souvent aux 14 jours. Donc, tu sais, passer toutes tes fins de semaine au chalet, ça se peut pas vraiment comme en agriculture. Tu sais, ça nous rend sédentaires, avoir des ruches, puis c'est bien correct comme ça, mais être 20 à s'en occuper, bien, premièrement, ça permet une meilleure liberté dans cet engagement-là et ça permet le transfert de connaissances. Donc, on n'est pas tous au même pied de connaissances et d'expérience, puis c'est correct aussi. Moi, j'agis souvent comme mentor pour les nouveaux, comme s'assurer ainsi qu'ils apprennent les bonnes pratiques aussi. C'est super. Puis justement, si, admettons, on n'est pas dans le coin de Montréal pour faire la formation API 101 qui est donnée par donné en ligne. Ah, c'est donné en ligne en plus. Tu peux être partout. Puis en fait, c'est ça. Ben, ça fait plusieurs années que je donne les cours, puis je le vois de plus en plus que c'est des gens, soit c'est des Montréalais, mais qui veulent avoir leur ruche à leur chalet. Donc déjà, le message passe. Ou de plus en plus, c'est des gens qui sont dans les Laurentides, ou même des fois vraiment plus haut au Québec, et qui en profitent maintenant qu'ils sont en ligne grâce à la pandémie. Hein. On peut dire que ça a quand même amené ça de positif. On est plus axé sur les technologies en ligne. Et donc, on peut faire la formation qu'importe où on est. OK, super. Ben, ça, c'est le fun d'entendre. Puis sinon, mettons, mis à part la formation en tant que telle, comme tu nous disais, qu'est-ce que tu conseillerais le plus? Ça serait de travailler avec les apiculteurs. Si vraiment on voit qu'on a l'opportunité de le faire puis qu'on veut se former en tant que tel, c'est quoi un peu la meilleure ou les meilleures écoles pour se former, tu sais, puis être un bon apiculteur ou une bonne apicultrice? Oui. Ben vraiment, c'est ça. Se former, ça, c'est la clé parce que beaucoup de gens pensent encore qu'avoir une ruche et une boîte à miel, super facile à gérer. Non. Vraiment pas. C'est beaucoup plus complexe que vous pensez. Puis souvent, même après avoir fait une formation de base, ben c'est ça. J'encourage quand même les gens à aller se pratiquer. Ben, premièrement, c'est pas tout le monde qui se rend compte après ça qu'ils sont faits pour faire ça. Ça reste un environnement qui peut en surprendre plusieurs. Tu es entouré d'abeilles. Je veux dire, moi, j'adore ça, mais c'est pas fait pour tout le monde. Et puis, ben, il y a beaucoup d'ouvrages, beaucoup de ressources. Donc, moi, j'apprends encore tous les jours. À Polyflora, on essaie de faire 2 fois par année, donc au printemps et à l'automne, des rencontres avec les apiculteurs où, justement, on parle de comment ça a été. Puis, on a beaucoup d'échanges avec le milieu. Tu sais, on peut se passer des trucs, des nouvelles méthodes. Ça continue sans arrêt. C'est en avancée continue comme n'importe quoi, comme l'agriculture. Donc, il faut toujours se mettre à jour. Ça, c'est primordial. Wow. Super intéressant. Puis moi, j'aimerais ça aussi savoir un petit peu, dans le fond, comment les citoyens, les citoyennes peuvent s'impliquer comme concrètement avec Polyflora, puis ou même en général aussi auprès de nos amis, les pollinisateurs, comment ils peuvent être actifs, contribuer à ça. Bien, c'est ça que la règle d'or, c'est planter des fleurs. Je pense que chaque petit pot de fleurs bonne pour les abeilles compte. Parce que comme je disais tout à l'heure, une abeille sauvage, souvent, ça fait 100 mètres à la fois. Puis donc, des fois, juste pour lui permettre d'avoir accès à la prairie mellifère qui est plus abondante, bien, faire un petit arrêt sur votre balcon, que vous avez 3 pots de fleurs, bien, ça vaut la peine pour elle. Donc, ne pas négliger l'impact que vous pouvez avoir. Une bonne ressource pour ça, c'est sur le site Agri-Réseau, qui est un site exceptionnel en soi. Il y a la liste des plantes mellifères du Québec. Donc, ça peut vous donner une bonne idée de quelles plantes vous pouvez faire pousser. Ensuite de cela, mettre des abreuvoirs à abeilles aussi. Donc, ça peut être aussi simple qu'utiliser une petite assiette de pots de fleurs et mettre des petites roches dessus. Les roches ont 2 utilités. Un, comme je l'ai dit tout à l'heure, les abeilles aiment l'eau sale, donc l'eau qui est minérale. Donc, les roches vont se dégrader tout doucement et donc nourrir les abeilles, ça va les intéresser. Puis, ça fait des petits appuis pour que l'abeille puisse boire sans se noyer. Donc, c'est les nouveaux bains pour oiseaux, mais version abeille. Puis, bien entendu, renouveler. En même temps qu'on arrose nos fleurs, on renouvelle l'eau de nos abreuvoirs. OK. Aussi simple que ça. Puis finalement, encourager nos apiculteurs locaux parce qu'ils l'ont pas facile. Puis surtout, ceux qui ont des pratiques écologiques, c'est pas tout le monde qui peut avoir la certification bio. Donc, parlez avec les apiculteurs au marché, demandez-leur sur leurs pratiques, comment ça se passe et tout ça, et encouragez-les si vous avez l'impression que c'est des pratiques durables et que vous voulez les encourager parce qu'ils en ont bien besoin. Absolument. Puis juste pour terminer le volet de cette même question-là, puis avec Polyflora, qu'est-ce qu'on peut faire pour Polyflora aussi, s'impliquer avec eux?
on a toujours des séances de bénévolat, surtout au niveau des séances d'empotage du miel et tout ça, parce qu'on a 50 ruches collectives et éducatives à travers l'île de Montréal et on a besoin d'aide de temps en temps pour ce faire. On a une miellerie collective qu'on espère inaugurer d'ici la fin de l'année. OK. Donc, ça va être un beau moment pour toute personne qui ont justement quelques ruches à la maison puis qui sont pas encore membres de Polyflora de le devenir puis qu'on puisse justement continuer à faire de la mutualisation de ressources. On essaie de développer pour nos membres plus la partie horticole aussi, donc essayer de penser comment donner plus accès aux plantes mellifères aux Montréalais Montréalaises. C'est à suivre. Wow. C'est un beau projet. En plus, l'empotage du miel, c'est tellement le fun. Là. Oui. C'est tellement, on dirait, la partie genre bonbon à faire. Là. Même des operculés, là, la petite couche de cire. Ça, Puis là, la grosse centrifugeuse, tu dois te mettre dessus comme sur une sécheuse. C'est ça, exact, tu la tiens. Puis pour vrai, il y a quelque chose de comme magique, on dirait, je sais pas, dans l'odeur, tout. Là, ça sent tellement bon. Puis on est tous collants à la fin. Oui, c'est ça. Exact. Ah ouais, c'est très cool ça. Bon, ben, on arrive tranquillement vers la fin de cet épisode, mais il y a un truc que j'aimerais qu'on parle avant tout ça, avant qu'on finisse, c'est donc... je me fie d'un article que j'avais lu un moment donné de Boucard Diouf où il parlait, je pense que c'était la danse des abeilles, je me rappelle plus, puis il nous suggérait de prendre un peu conseil sur, je dirais, la formation politique, je sais pas comment le décrire, mais... Oui! Puis ça, finalement, tout ça pour dire, est-ce qu'on peut décrire une ruche de féministes ou de société féministe? C'est bon. Ben oui, ben en fait... à plusieurs niveaux, hein, les philosophes se sont inspirés des ruches. Donc, oui, c'est comme une monarchie, puis bon, une monarchie très féminine en soi. Hein. Il y a une reine qui est fertile et beaucoup d'ouvrières qui ne sont pas fertiles. Les mâles sont vraiment en minorité dans la ruche. Mais avant de passer sur leur cas, ce qu'il faut comprendre, c'est que oui, c'est une monarchie, mais que c'est les plus jeunes abeilles qui sont les nourrices, qui vont nourrir tout le monde et qui vont créer la fameuse gelée royale qui peut transformer les œufs en futures reines. Et donc, c'est à elles de décider si elles veulent renverser le gouvernement en place, renverser la monarchie. Et donc, il y a beaucoup de mouvements plus communistes qui s'étaient aussi inspirés des abeilles à ce niveau-là en disant que c'est la jeunesse qui peut reprendre les devants et faire la décision finale. Puis parce que dans le fond, là, c'est ça, tu dis, au final, avec la gelée royale, les abeilles nourrices peuvent décider de renverser le rôle puis de créer une abeille, une reine, en fait. Ouais. Parce qu'à la base, la larve ne se distingue pas entre une abeille régulière et... Ouais. Ben, en fait, c'est un peu plus complexe que ça, là, mais dans le fond, la reine, elle se reproduit une fois dans sa vie. Puis là, on va parler des faux-bourdons bientôt à ce niveau-là. Mais bref, et donc là, après ça, elle a la spermathèque plein des semences pour le reste de sa vie pour pondre ses œufs. Et lorsqu'elle fait un œuf qu'elle décide de féconder, ça fait une femelle. Et si elle ne le féconde pas, donc c'est la parthénogenèse, c'est des clones, beaucoup d'insectes peuvent faire ça. Ouais. C'est drôle à dire, mais ça fait les mâles. Mais c'est juste une autre perspective de la génétique qu'on doit se distancier en tant que mammifère. Ouais. Mais bref. Donc, elle est capable de décider si elle pond une femelle ou un mâle. Mais le fait que la femelle soit fertile ou pas, c'est selon son alimentation lorsqu'elle est une larve. Okay. Donc, c'est là que les nourrices entrent en jeu. Tous les œufs, les 3 premiers jours de leur vie, sont nourris à la gelée royale. C'est leur petit boost pour se transformer en larve. Mais par la suite, la plupart des œufs vont être nourris avec du nectar, du miel et du pollen. Et donc, pour les faux-bourdons et les futures ouvrières. Mais si elles veulent créer des reines, elles vont continuer à leur donner de la gelée royale. Et c'est l'absence de miel et la présence de gelée royale qui va faire en sorte que les ovaires vont se développer et créer des futures reines. C'est incroyable quand même. Puis, mais dans la gelée royale en tant que telle, parce que je me rappelle même avoir un temps, il me semble, il y avait comme cette mode-là. Je ne sais pas si ça existe encore, là, d'avoir de la gelée royale à vendre. Mais premièrement, est-ce que c'est comme... Est-ce qu'on prive la ruche de sa gelée royale dans un premier temps? Puis deuxièmement, en tant que tel, c'est quoi qu'il y a dans cette fameuse gelée? C'est comme des hormones de croissance un peu? En fait, tous les produits de la ruche, d'une certaine manière, selon moi, c'est à prendre avec beaucoup, disons... de précaution, puis de comprendre toute l'importance associée à ces produits-là. Juste
une cuillère de miel, hein, une abeille dans toute sa vie va faire 1/8 d'une cuillère à thé de miel. Donc, une cuillère de miel, c'est le travail de 8 abeilles. Wow. Pour faire de la cire, les abeilles doivent manger 10 fois plus de miel. Donc, pour faire 1 gramme de cire, elles doivent manger 10 grammes de miel. Donc, encore une fois, ça démontre hein, tout le travail associé à chacun de ces produits-là. Puis bon, ben pour la gelée royale, c'est ça. C'est seulement les nourrices qui ont des grosses glandes alimentaires qui se développent dans leurs yeux à ce moment précis de leur vie. Et c'est un mélange, puis c'est encore, scientifiquement parlant, on a encore de la misère à comprendre. La gelée royale, c'est un mix entre justement du pollen, du miel, de la propolis et une molécule, une sorte d'acide qui, justement, avec des enzymes, fait en sorte que tout doucement, ça devient de la gelée royale. Mais cet acide-là se retrouve seulement dans la gelée royale. On la retrouve nulle part d'autre dans le monde. Wow. Fait que puis c'est elle qu'on croit qui, justement, stimule comme une hormone, justement, comme on disait, l'éveil des ovaires. Super intéressant. J'ai tellement de questions qui me viennent en tête. On prend en parler. Mais là, on n'a même pas parlé des faux bourdons, puis pourquoi que les abeilles sont c'est ça, on peut y aller, là, on s'en va là. Donc, donc maintenant là, qu'on sait qu'il y a une reine, il y a des ouvrières et tout ça, les faux bourdons, dans tout ça, ils servent à quoi? Leur seul but dans la vie, c'est de justement trouver des futures reines avec qui s'accoupler. Donc, en fait, ils sont pas capables de se nourrir, ils sont pas capables de faire de la cire, ils font pas de miel, ils font pas grand-chose. Donc, les ouvrières doivent toujours prendre soin d'eux, les nourrir, etc. Et donc, le destin du faux bourdon est toujours un peu tragique en soi. Donc, soit, en fait, il réussit à trouver une reine, une future reine, et donc à s'accoupler avec elle, mais en s'accouplant, il va mourir de bonheur. Et donc, c'est la fin pour lui, mais au moins, il a accompli son destin. Mais sinon, si la saison continue, il n'a pas réussi à s'accoupler. Et là, on arrive au mois de novembre. Les abeilles savent que tout le miel qu'elles ont travaillé très fort à faire, c'est ce qu'elles ont comme réserve pour tout l'hiver. Et donc, ça fait en sorte qu'elles se disent, c'est pas vrai que les faux bourdons qui n'ont pas du tout contribué à cela, on va les nourrir puis risquer de mourir de faim. Donc, elles les mettent dehors. Yes. Et si ils osent revenir, elles leur coupent la tête. Ah oui! Wow! Et donc, le mois de novembre, on l'appelle le massacre des faux bourdons. Le massacre des faux bourdons. On va voir plein de petits faux bourdons morts à l'entrée de la ruche. Incroyable. Puis les faux bourdons, après ça, est-ce que des fois, ils se réessaient de rentrer dans d'autres ruches? J'imagine que c'est encore pire parce que là, c'est un étranger complètement. Non, parce que ça qui est drôle, ils sont tellement inoffensifs, les faux bourdons, ils sont pas capables de rien faire. Donc, d'une vision un peu plus holistique, on dit que c'est une de leurs raisons d'être, c'est de faire le lien entre toutes les ruches parce que, contrairement à une ouvrière étrangère ne pourra jamais rentrer dans une ruche sans se faire attaquer, sans se faire dire « Hey, t'as pas d'affaire là ». Un faux bourdon, c'est pas capable de faire quoi que ce soit, donc il les laisse aller, c'est pas de problème. Puis eux, ça leur permet d'aller voir « est-ce qu'il y a des petites reines qui s'en viennent ici? » C'est pour ça qu'ils se promènent. Incroyable. Fait qu'ils font un lien entre toutes les ruches, mais malheureusement, c'est aussi eux qui peuvent transporter les maladies, les parasites à travers les ruches aussi. Ah ouais. Puis est-ce qu'il y a à un certain degré, est-ce que les ruches sont comme capables de détecter ça, genre certaines maladies ou certains trucs? Absolument. C'est une des bons travails de nos éleveurs de reines. Hein. C'est tout un métier en soi qu'on pourrait parler aussi longtemps. Mais ils essayent de justement viser des caractéristiques génétiques qui sont à tendance hygiénique. Donc, que les abeilles soient capables de sentir. Puis en fait, ces abeilles-là sont capables en fait de sortir les larves qui sont trop remplies de varroa, puis les jeter, en fait, pour pas empirer la situation de la population. Puis de toute façon, ça va faire des abeilles qui sont malheureusement atrophiées, qui n'auront pas d'ailes ou assez de pattes pour être fonctionnelles. Ah ouais, parce que c'est ça, le varroa peut autant s'attaquer à la larve, mais peut aussi se mettre sur des adultes. Des adultes, Pour les adultes, ça n'a pas un impact mortel, mais ça va, disons, diminuer son espérance de vie. Une ouvrière, ça vit environ 6 semaines. Ça peut facilement diminuer d'une semaine avec l'attaque de varroa, ce qui a un impact sur la colonie, bien entendu. Mais ce qui est pire, vraiment, c'est que les varrois s'accoupent dans l'alvéole avec les larves et donc vont se nourrir de la larve et se reproduire et ainsi de suite. Donc, c'est vraiment là que le problème est.
Super intéressant aussi. Puis il y a un truc que j'aimerais qu'on puisse aborder, que je trouve intéressant, puis qui va peut-être même retourner un peu avec l'espèce d'analogie communiste, un peu, où ce que, tu sais, à certains, en fait, les abeilles en soi sont comme vraiment égales parce qu'aussi, ils vont toutes interchanger les mêmes rôles à différentes étapes de leur vie. Ouais. Est-ce qu'on peut en parler un peu? C'est quoi la différence? Tu sais, on dit souvent qu'une abeille seule, ça meurt. Puis on voit, en fait, l'organisme en soi. L'organisme vivant, c'est la ruche. Puis que les abeilles, en fait, c'est comme les cellules de la ruche qui, à chaque tâche, deviennent comme les organes. Hein. Donc, il y en a certaines qui ont le rôle, justement, de nourrir, d'autres de bâtir, d'autres de nettoyer. Puis j'aime ça dire souvent que les ouvrières, c'est comme si elles avaient 7 adolescences différentes parce qu'à chaque fois qu'elles ont un nouveau rôle, il y a des nouvelles glandes qui se développent. Bon, justement, je parlais de la nourrice qui a 5 jours et qui a ses glandes alimentaires qui se développent. Puis par la suite, plus qu'elle vieillit, plus ces glandes-là vont s'atrophier. Là, c'est des nouvelles glandes qui vont se développer, telles que les glandes ciliaires. Hein, on appelle ça le 8-pack de l'abeille. Donc, c'est comme leur 6-pack, mais de glandes ciliaires qui sont sur leur abdomen. Ils en ont 8 et ça fait des minces feuillets de cire qui ensuite... bâtir... okay. Exact. Donc, elles vont faire des petites boules de cire, se tenir par les pattes. On appelle ça la chaîne ciliaire et se passer les petites boules pour construire chacune des alvéoles une à une. Incroyable. Puis, c'est ça, là, on comprend, il y a d'autres rôles aussi. En terminant, avant de passer aux questions de clôture, je me demandais aussi, est-ce qu'on sait rapidement, tu sais, comme le modèle de ruche qu'on utilise en ce moment en apiculture, celui qui est vraiment communément utilisé, c'est lequel déjà le nom? C'est la Langstroth. La Langstroth, c'est ça. Puis, est-ce qu'on a vu à date qu'il y a-t-il d'autres modèles qui existent, qui sont quand même efficaces puis moins intrusives? Tu sais, c'est quoi les... Oui, il y en a plein, hein, tu sais. Puis en fait, l'affaire, c'est que la Langstroth, c'est la plus connue, mais c'est aussi la plus adaptée à l'être humain et pas nécessairement aux abeilles. Hein? Donc, c'est pour faciliter le travail des apiculteurs qu'on l'utilise. Mais il y en a beaucoup plus, comme la Warée, en fait, c'est un peu son alternative qui est facile d'utiliser, mais vraiment plus pour les abeilles, dans le sens qu'elle est dans l'autre sens. Donc, dans le sens que les abeilles feraient une ruche dans un arbre, dans un tronc qui est vertical. De haut en bas plutôt que d'horizontal. En fait, c'est toujours à la verticale, les ruches, mais là, c'est ça, c'est au lieu que le miel soit en haut, donc facile d'accès, il est complètement en bas. Le couvain, l'eau que la reine pond est en haut. Donc, pour les apiculteurs, c'est plus compliqué parce qu'ils doivent aller jusqu'au fond de la série de boîtes pour aller chercher le miel. Mais c'est vraiment une perspective moins interventionniste. La problématique, c'est que vu qu'on est dans une apiculture qui est remplie de maladies et de parasites, c'est pas nécessairement opportun de faire ça n'importe où parce que c'est plus difficile, justement, d'observer la ruche. Donc, là, je vais juste parler des deux côtés de la médaille. Chaque type d'apiculture, comme en agriculture, a ses bons et ses moins bons côtés. Il y a des ruches qui sont encore plus imitent des souches d'arbres, comme la ruche kenyane, donc qui est à l'horizontale. Pour l'avoir essayé au Québec, malheureusement, j'ai pas encore trouvé une technique qui fait en sorte qu'on survit à l'hiver, hein, parce que la chaleur est moins concentrée à la verticale, elle est plus à l'horizontale, plus étalée, et c'est plus difficile pour les abeilles de se garder au chaud. Ah oui. Super intéressant. Je pense qu'on pourra, pour ceux qui ont envie de poursuivre ça, ils pourront aller voir les différents modèles. Sinon, on arrive déjà à la fin de l'épisode. C'était très passionnant. Merci beaucoup, Marianne. Merci. Je pense qu'avant de finir, on a juste 2 dernières petites questions un peu plus ludiques. Premièrement, savoir un peu, toi, c'est quoi les aspirations que tu as pour le futur, autant que ça soit avec Polyflora, comme professeur ou comme un souhait plus général? En fait, mon souhait, je pense, ça serait d'avoir moins de job. C'est drôle à dire, mais tu sais, justement, ces sentiments d'urgence-là, justement, que j'ai de la misère à tenir en place parce que j'ai l'impression que les choses changent pas assez vite à mon goût, puis justement, de passer le message. En éducation, ce que j'espère, c'est continuer à inspirer et à donner une relève qui fait en sorte qu'on va être de plus en plus à changer les choses, puis faire en sorte que j'en ai moins à faire au final. Donc ça, c'est mon souhait le plus grand, je dirais. Tu le souhaites. On se le souhaite, je te le souhaite, puis merci aussi pour qu'est-ce que tu fais, autant au niveau de la démocratisation de bonnes connaissances, puis d'être plus illuminé comme être humain. Merci. C'est très gentil.
Sinon, veux-tu y aller? Ben oui, puis finalement, on aurait aimé que tu puisses nous partager une référence culturelle, que ce soit un livre, un film, un documentaire, relié ou non au domaine des pollinisateurs ou des abeilles. Quelque chose qui t'a marqué, que tu as envie de partager. Là, c'est relié parce que reste que c'est beaucoup dans ma vie en général, mais il y a un autre podcast. Je ne vais pas vous faire compétition, mais je veux dire, il y en a tellement à il y a un bel écouter. écosystème. On va juste censurer le nom, c'est pas grave. Non, mais c'est un podcast qui s'appelle Pollination, qui est fait avec un chercheur de l'Université de l'Oregon, qui justement dédie le podcast aux pollinisateurs. C'est tellement bon. Là. Ça va autant dans une perspective de recherche qu'avec des agriculteurs, qu'avec des gens qui parlent de fleurs. Ça va dans toutes les directions. Puis il y en a toujours plus à savoir et à connaître. J'en doute pas. Très chouette. Je suis sûr qu'on va en checker. Ça va tomber sur notre liste. Ouais, puis on va mettre ça en lien quelque part. Absolument. Oui, puis sinon, un incontournable, c'est le livre L'abeille et la ruche d'Alain Péricard. Puis je veux quand même le souligner parce que ça reste un de mes mentors à la base, puis que je pourrais pas parler aussi bien des abeilles sans qu'il me l'ait transféré tout d'abord. Merci Alain. Merci Alain. Puis merci encore une fois. Puis merci à tous les auditeurs et auditrices qui nous suivent. On se revoit à un prochain épisode du balado Les idées ridicules. Merci. Merci à vous. Merci d'avoir été des nôtres pour cet épisode des idées ridicules. On espère que vous avez aimé. Pour voir tous nos épisodes précédents et pour rester à l'affût des prochains, rendez-vous sur élevageetculture.ca ou abonnez-vous aux pages Facebook et Instagram d'Élevage et Culture. Vous pouvez également nous soutenir et suivre notre projet de démarrage d'entreprise en vous abonnant à notre Patreon. Et alors, on veut donc remercier les studios, la Shop Studio, où on enregistre depuis nos débuts. Enfin, merci à notre super belle équipe, Laura Chipello, notre réalisatrice et coordonnatrice de projet, Marie-Ève Lemaire Saint-Gilet, notre coordonnatrice aux commandites, et finalement Safia Barou, notre productrice. Merci. À la prochaine.